Bonjour à tous, bienvenue sur La Relève, un podcast qu'on a créé avec Mathis pour les jeunes entrepreneurs ambitieux, pour que chacun vienne partager son histoire et que voilà, vous puissiez un peu plus en apprendre, vous inspirer, prendre des conseils, tout ça. Donc let's go, c'est parti pour un nouvel épisode. Mathis, comment tu vas? Bah écoute, ça va super et toi? Bah très très bien. Et aujourd'hui les gars, on n'est pas que tous les deux avec Mathis, on a un premier invité. Bonjour Théodore, comment vas-tu? Salut, bah ça va super et franchement je suis ravi d'être là. Et bah trop cool, let's go. Pour commencer, on peut peut-être que dire comment on s'est rencontrés. Est-ce que Théodore, tu veux raconter comment on en est venu à se rencontrer tous les trois? Ouais, bah de mémoire j'ai rencontré d'abord Mathis et alors je me rappelle plus exactement mais c'était une réunion de d'entrepreneurs. Euh, Comment ça s'appelait déjà? Bon, c'était une C'était. réunion pépite, non? Ouais, c'était une réunion au Moho là et c'est là où tu m'as parlé pour la première fois Ouh. de Pépite, Ah, ok, je ce me rappelle. réseau. C'était les 10 ans de Pépite Normandie. Mais c'était la soirée du début d'année, là, un peu de découverte, Ouais, c'est quoi. ça. Ouais. Hmm. Ouais. Ils avaient invité Mais le moi je connaissais. fondateur de Usain, c'était grave Ouais, intéressant. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Hmm. c'est vrai, c'est ça vrai, c'est c'est vrai. trop cool. Mais moi, je connaissais Hmm. pas trop. Je connaissais pas Pépite à ce moment-là en fait. C'est juste qu'on m'a dit, va là, c'est bien en vrai, ça vaut le coup. Et du coup, Ok. au petit four, je vous avais croisé. Et puis j'avais pas mal parlé avec toi, Mathis. Et tu m'avais parlé de Pépite. Tu m'avais dit que ça valait le coup Ouais. de voir ce que c'était. Tu m'avais notamment dit, je m'en rappelle, que ça pouvait m'aider pour les stages et que je pouvais faire des substitutions de stages. Pour mon Ouais. école pour que je puisse faire un stage dans ma boîte. Ça m'avait beaucoup intéressé. Et du coup, Tu sais que là, Maxime je m'a suis. envoyé un mail par rapport à ça. Que Ouais, les substitutions de stage, ça a pris grave du succès. Vraiment, là, il y a tellement de gens qui ont demandé la substitution de stage qu'il a dû organiser un événement pour tous les réunir. mais tu m'étonnes. Et donc, Mais toi, t'avais fait une substitution de stage. Ouais, direct. Oh, honnêtement, je le dis maintenant, c'est la première chose qui m'avait motivé pour Pépitin. Hmm. C'est surtout ça. Après, Ah, bon, mais c'est un j'ai kiff de découvert malade. un. Ouais, ouais, trop bien. Après, j'ai découvert un réseau d'entrepreneurs, vous deux, tout ça. C'est comme une ambiance Hmm. Pépite. En plus, on a des locaux Ouais. qui sont sympas, que tu connais plus que bien, Phileas, parce que tu y étais tout le temps l'année dernière. Hmm. J'y ai passé un an. Ouais. Ouais, à chaque fois que j'y allais, t'étais là. Est-ce que- Ouais, bah, mec, clairement. Mais c'était trop cool pendant ta substitution de stage, justement. On a passé 2 mois, je crois, quasiment ensemble. C'était trop cool. Ouais, ouais. Même pour Et tes événements, est-ce tout que, ça. Mathis, tu peux bien expliquer ce que c'est que Pépite Normandie, même la substitution de stage et tout, parce que pour ceux qui connaissent pas, ça doit être un peu flou. T'as posé la question à qui là? J'ai pas entendu. À toi, Mathis. Ah oui, du coup, bah, Pépite Normandie, pour ceux qui connaissent pas. Bah, Pépite, je crois que c'est un truc que Macron a dû mettre en place quand il est Ah ouais? arrivé, quand il est devenu président. Ouais, Est-ce il me que... semble, j'espère que je dis pas de la merde. Peut-être. Mais, et en fait, c'est un truc qui soutient les jeunes entrepreneurs. Donc, vraiment, en fait, bah, en fait, quand t'es étudiant, ou que t'es plus étudiant, mais depuis moins de 3 ans, et ben, en fait, tu peux t'inscrire à Pépite. Ça t'apporte des avantages. Je sais que moi, par exemple, en BUT, je sais que je peux louper des cours et que c'est justifié. Donc ça, c'est un aménagement d'étudiant entrepreneur. Hmm. Ça te permet de faire la substitution de stage, comme Théodore l'a dit au début. En fait, ça te permet de louper ton stage, de le supprimer pour en fait travailler dans ta propre entreprise. Donc c'est assez avantageux. Et au-delà de ça, on a quand même un accompagnement, pardon, à Pépite qui est pas négligeable avec des professionnels, des accompagnants. Et si on va plus loin, qu'on fait le D2E, diplôme d'étudiant entrepreneur, et ben on a encore plus d'accompagnement, on a des cours, et on a un diplôme à la fin de l'année carrément, donc c'est assez complet, c'est assez sympa. Ouais, ok. Ouais. Et toi, Mathis, ça t'a apporté quoi, tout ce truc d'étudiant entrepreneur, les conseils qu'on t'a donnés, est-ce que t'as trouvé vraiment pertinent dedans? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'ai fait Pépite dans ma première année d'études. Donc en fait, j'avais tout à découvrir sur les techniques un petit peu théoriques de l'entrepreneuriat. Donc c'était grave intéressant. Mais après, c'est vrai que là, je suis en deuxième année de BUT gestion des entreprises d'administration et il y a quand même des similitudes. Enfin, Ouais. je pense que ça dépend à quel moment t'en es. Mais étant donné que j'ai commencé, que j'étais complètement novice, mais en fait, ça m'a donné grave les bases et c'était vraiment intéressant. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve que c'est intéressant quand tu commences, tu vois. En tout cas, moi, j'ai trouvé que quand j'arrivais à un stade un peu plus avancé dans mon business,
ça met des points, mais c'est ultra utile, je pense, quand tu veux démarrer en fait ton activité, quand tu es au Clairement, ouais. tout début. Un accompagnement hyper pertinent. Je sais pas, Théodore, toi, à quel point ça a pu t'aider aussi? Ah, en fait, pour moi, moi, Pépite, ça m'a apporté deux choses. La première, c'est du temps. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais ouais, vraiment, tout ce qui est Mhm. substitution de stage, bah, en fait, ça fait un gain de temps énorme. Si tu peux continuer tes études et en parallèle, sans que ça influence du tout tes études, tu t'avances sur ton business, ça, c'est incroyable. Moi, j'ai un peu poussé le truc même un peu plus loin, parce que cette année, je fais une substitution d'alternance d'une certaine manière. C'est aussi parce que je me suis arrangé avec mon école. Mais à la place de mon alternance, 3 semaines par mois, en fait, je suis en stage chez Pépite, officiellement. Donc, je fais mon alternance cette année dans mon agence, ce qui fait que bah, je suis quasiment en full time sur mon activité, tout en gérant ma deuxième année de master à côté, donc ça c'est super. Puis la deuxième chose que ça m'a apporté, ben, c'est le cadrage, c'est l'accompagnement. Et comme tu as dit, Mathis, surtout en début d'activité. Et c'est là qu'on voit que Pépite, c'est vraiment fait pour euh, les étudiants entrepreneurs et qu'ils acceptent aussi les étudiants qui n'ont qu'une idée d'entreprise, pas forcément une entreprise. Euh, Mhm. Moi, mon, mon référent Pépite, c'était Arnaud. Gros big up à Arnaud d'ailleurs, s'il passe par là, il était vraiment exceptionnel, excellent. Et au tout début de mon activité de vente de site web pour les avocats, il m'a aidé à quand même prendre du recul. Je dirais c'est surtout prendre du recul, parce que parfois quand tu es entrepreneur, tu es un peu seul, surtout quand t'as pas forcément d'amis ou de famille qui font ce que tu fais. Et donc tu vas vivre à 100% les victoires, mais aussi les défaites, ou en tout cas les déceptions que tu vas vivre, quoi. Et là-dessus, il m'a aidé vraiment à prendre du recul. Et donc, c'est pas rien. C'est quand même très bénéfique. Ok, Ok, excellent. trop Bah, du cool. coup, je pense que ça peut faire une bonne transition. Tu parlais de ton agence tout à l'heure, si tu peux en dire un peu plus sur ce que tu fais, l'entreprise que tu as. Ouais, mais du coup, Organa, ça a changé de nom récemment. Ça s'appelle Organa. Et Ok. je fais. Ouais, tu savais pas, Phileas? Non, je savais pas. Moi, j'avais encore l'ancien nom en tête. Ouais, Atreus. Non, bah j'ai changé parce que Ouais. tout le monde le prononçait mal, en fait, j'en avais marre. C'est la Ok. vraie raison. Ouais, ça se comprend. Non, c'est vraiment la vraie raison, c'est parce que tout le monde disait Alteis, Atreis, enfin toutes les autres versions. En soi, c'est pas très grave. Je me suis dit, ça coûte rien de Ouais. changer. Organa, je trouve que ça a du sens en plus. Et ouais, du coup, je fais du développement web, je fais des sites internet, principalement, pour les avocats. Pour les avocats indépendants. Je fais aussi un peu de conseils avec eux en parallèle de la prestation de développement de sites, notamment sur toutes les questions de positionnement stratégique de leur cabinet par rapport à leur domaine d'intervention, par rapport à leur barreau d'inscription, ce genre de choses. Parce qu'en fait, ça va ensemble, hein, forcément. Lorsqu'on crée un site, on crée une stratégie d'acquisition qui va avec. Donc, tout ça, c'est ce que je propose. Et ça va faire entre 1 an et 1 an et demi que je suis vraiment spécialisé sur les avocats. Et ça se passe bien. J'en suis assez content. Ok, trop cool. Là, est-ce que pour me donner un ordre d'idée de où t'en es, tu peux nous dire, par exemple, je sais pas, avec combien de clients t'as déjà bossé ou combien de sites internet t'as déjà pu faire pour des avocats? Mais j'ai accompagné une petite quinzaine d'avocats. Une petite quinzaine. Alors Ok. je compte les avocats que j'accompagne en ce moment dans les 15. Je crois qu'on arrive à peu près à ça. Euh, Mhm. et voilà, donc ça va faire bientôt 15 sites en ligne, avec pour certains de beaux résultats déjà, Ouais. parce que le référencement fonctionne pas mal pour certains. Et là, l'idée, ça va être d'accélérer, hein, d'accélérer un petit peu le rythme. Je commence à standardiser un peu mes processus de création de sites, Mhm. forcément ça se ressemble. Il s'agit quand même de sites d'avocats. Je réinvente pas à chaque fois tous les processus et tout ça. Donc Mhm. je vais pouvoir me permettre d'accepter plus de missions parce que tout se passe bien avec eux, hein. Franchement, il y a aucune galère. Ils sont toujours satisfaits. Donc là, il y a plus qu'à scale, quoi. Ok. Ça, c'est trop cool. Et comment tu fais pour avoir ces clients, les avocats, comment toi tu fais pour aller les contacter et qu'après ils te prennent en site internet, quoi? La prospection. Là, Ouais. c'est vraiment tout en fait. La prospection, c'est quasiment tout parce que tu peux savoir faire les meilleurs sites du monde et ne jamais en vendre si tu sais pas vendre. Et avant ça, même si tu sais pas trouver des prospects, franchement, c'est encore un défi là, même après 1 an et demi. J'ai tout fait. J'ai fait des appels à froid, j'ai fait des emails,
J'ai fait des posts sur Insta, sur TikTok, mais aujourd'hui c'est vraiment LinkedIn. Aujourd'hui, je suis Ouais. vraiment quasiment que sur LinkedIn, donc que ça soit la création de contenu LinkedIn ou la prospection sur LinkedIn. J'essaie de voir un peu les avocats qui prêtent serment récemment, tu vois, qui sont dans l'activité depuis peu, qui annoncent l'ouverture de leur cabinet, qui annoncent un nouveau domaine d'intervention, euh, et je les prospecte. Et sinon, depuis peu, mon réseau professionnel et le bouche à oreille, qui fonctionne vraiment très bien chez les avocats. Forcément, ils discutent énormément entre eux. Ouais. Ça, on me l'a dit quand j'ai commencé à aller dans cette niche, mais ça m'impressionne toujours autant, on va dire. Là encore, il y a une semaine, il y a une avocate qui a pris rendez-vous avec moi et qui m'a dit, il y a Maître, bon, je vais pas dire son nom, je censure le nom, qui m'a parlé de vous. Et typiquement, c'est une avocate que j'ai accompagnée il y a un an, tu vois. Et ça fait quasiment un an que je lui ai pas parlé. Et là, elle a entendu parler, enfin, j'ai une amie à elle, donc une consoeur, qui a besoin d'un site, et elle a donné mon blaze. Elle a dit Théodore, parce que ça s'est bien passé avec elle. Donc ça, c'est magique en fait. Chez les avocats, j'ai l'impression que ça va Ouais. encore toujours plus s'accélérer. Et aujourd'hui, ces derniers mois, je pense que j'ai bien un lead sur deux, un prospect sur deux qui vient du réseau. Donc c'est énorme. Ah, ça c'est dingue, hein. La majorité qui bah, autour parle de ça et ça te ramène encore plus de monde, quoi. C'est génial. C'est ça. Ouais, clairement. Moi, pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, que tu étais en master, que là, tu es en train de finir ton master, c'est ça? Ouais, c'est ça, dernière année là. Moi, j'ai une question, parce qu'en ce moment, voilà, pour donner du contexte, avec Fides, on est en BUT GEA 1, donc en première année, Ouais. moi je suis en deuxième année. Il y a aussi des gens qui nous écoutent, qui sont potentiellement, qui viennent de finir le lycée. Et avec la montée des IA, aussi tout ce débat autour des études qui fait que il y a des gens qui disent que ça apporte pas grand-chose, d'autres qui trouvent quand même que c'était essentiel. Toi, si tu pouvais rajeunir au toi de 18 ans, avec toujours cette fibre entrepreneuriale, Ouais. qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que les études t'ont apporté? Si tu veux parler de ça, je pense que ça peut être grave intéressant. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Je pense que c'est différent pour chacun, que tous les profils sont différents. Et je pense pas qu'on puisse faire aujourd'hui vraiment de généralité, parce que, comme tu as dit, toutes ces choses, l'IA, l'avenir de nos métiers, ce genre de choses, c'est vraiment complètement incertain, et en fait, ça diffère en fonction de ce que tu veux faire, déjà ton boulot et ton profil. Mais moi, dans mon cas, je pense que je ferais la même chose, en vrai, quand même. Parce que ce que j'ai construit, entre guillemets, donc c'est cette entreprise, je l'ai fait en parallèle d'études, et c'est vraiment quand même une sécurité euh, assez agréable. Même si forcément tu as moins de temps pour ton business, tu te dis, ok, c'est pas grave, en parallèle de ça, j'ai mon master, je valide quelque chose. Et je dis ça, mais ça peut être aussi à côté d'un boulot, en fait, évidemment. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont un boulot, entre guillemets, alimentaire, et qui se disent, est-ce que c'est le moment ou pas pour moi de switch, de quitter ce job pour me mettre en full time à 100% sur mon activité? Moi, mon avis, c'est vraiment que mon avis, c'est que il y a le temps. Après, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Il faut le faire quand on est sûr et quand on a cette sécurité, entre autres financière, de pouvoir le faire. Donc, moi, dans mon cas, ça a été les études, parce que mon âge et parce que le fait que, que je fais des études à ce moment-là. Donc, ouais, non, si je devais retourner en arrière, je ferais pareil, à peu près. Ok. Toi, Mathis, comment tu vois ça, les études? Est-ce que ça t'apporte vraiment un truc? Est-ce que voilà, pourquoi t'as fait le choix de faire des études? Bah, moi je suis semi-d'accord avec Théodore dans le sens où c'est pas parce que tu fais des études que tu dois te dire bah non, je peux pas lancer de projet. Non, au contraire, je trouve que c'est la période de Ouais, transition la plus parfaite de se lancer pendant ses études parce que c'est là où t'as le temps et que t'as le moins de responsabilités en fait, donc c'est vraiment top. Ouais. ouais, Après, pour te répondre, Phileas, qu'est-ce que les études m'ont apporté? Bah en fait, les bases en gestion d'entreprise, je trouve que c'est quand même essentiel. Après, c'est vrai que d'approfondir vraiment dans des calculs complexes, ce genre de choses, où l'IA, en fait, en quelques prompts, je sais qu'elle va me le faire parfaitement et que j'aurai pas vraiment de valeur ajoutée à ça, c'est ce qui me fait me dire, est-ce que c'est sûr et certain, j'ai bien fait de faire ma première année.
Après, d'entreprendre un master, je pense pas que c'est une voie que je vais prendre pour ces raisons-là. Hmm. Et Ouais. toi, Phileas, t'en penses quoi du coup? Alors, moi, je suis en pleine réflexion en ce moment. Justement, là, bah, du coup, moi, je fais ma première année actuellement parce que l'année dernière, j'ai pris une année de césure. Euh, donc là, actuellement, je suis en réflexion. Je sais pas exactement la suite, qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'en fait, là, j'essaie un peu de voir le coût d'opportunité à faire des études ou pas. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé les études, j'étais en mode, bah, en vrai, c'est hyper intéressant quand même d'avoir toutes les bases, comme tu t'expliquais, Mathis. Je trouve les bases en compta, en finance, en management, en droit, tout ça, c'est hyper intéressant et hyper important pour un entrepreneur. Après, quand on commence à pousser plus loin, des fois, je me dis, bah, ok, ça, c'est pas vraiment ultra important. Et quand tu as ton activité qui se développe à côté, tu te dis, ok, mais si j'étais full-time sur mon activité, j'irais beaucoup plus vite. Après, Ouais. enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Théodore aussi, c'est que dans tous les cas, il faut absolument pas attendre d'avoir le plein temps pour lancer son business. En fait, on est là, on est jeune, et en vrai, la norme dans la société, c'est de travailler 35 heures par semaine. Mais en vrai de vrai, les gars, on peut travailler 100 heures par semaine sans problème. Donc, c'est pas parce qu'on a déjà une occupation de 35 heures par semaine, sur même les études, en vrai, il y a plein de. Ça dépend des études que tu fais, mais il y en a où ils ont que 20 heures de cours par semaine, 25, 30. Mais voilà, grosso modo, tu peux t'en sortir sans trop bosser, enfin sans voilà, que ça te prenne non plus toute ta vie. Et en fait, à côté, tu as grave 3, 4, 5 heures même par jour pour lancer une activité. Donc, je pense qu'en fait, c'est ultra compatible et que quand tu lances ton activité, lance-la en parallèle de ce que tu fais. Et après, quand tu vois que ça commence à vraiment bien marcher, bah, tu peux te poser la question, tu vois. Mais ça sert à rien de se Mm. poser la question avant, quoi. Et par contre, là, ce que Baptiste, tu disais sur l'IA, ça, c'est aussi un vrai truc qui me questionne beaucoup. Et bah, il y a typiquement un cours où j'ai arrêté d'aller à cause de ça. C'est outils numériques. Parce que, en fait, ce cours, c'est un cours globalement qui t'apprend à gérer tout ce qui est sur Excel, etc. Sauf qu'en fait, moi, j'utilise Excel au quotidien. Tous les jours, je suis sur des tableurs Excel ultra complexes, Ouais. etc. Sauf qu'en fait, tous ces tableurs complexes, je les ai créés avec de l'IA. Je les gère avec de l'IA. Dès que j'ai des modifications à faire, je le fais par IA. Et ça marche extrêmement bien. Et en fait, j'avais montré à mon prof ce que je faisais. Il m'a dit, mais non, le fais pas toi-même. Ça, c'est un truc qu'on voit en troisième année ou en master. Tu vas rien comprendre et tout. Et moi, j'étais en mode, mais monsieur, en fait, voilà, c'est l'IA qui me le fait. Je comprends très bien, ça fonctionne parfaitement. Même si je sais pas comment la formule elle marche derrière, je m'en fous. Du moment que ça marche, l'IA essaie de le faire. Moi, j'ai pas besoin de passer plusieurs heures par semaine à apprendre ça si l'IA elle le fait pour moi, tu vois. Donc, Ouais. ce cours-là, j'ai carrément arrêté d'y aller parce que je pense que les tableurs Excel, saisir des données et apprendre par cœur comment faire cette formule-là, c'est un métier qui ne sert plus du tout à rien et qui, là, dans les prochaines années, va disparaître. Hmm. Et vous avez testé Claude pour faire justement les Excel ou pas? Non, j'ai encore jamais testé Claude. Et en plus, Non. quand tout le monde me parle de Claude, mais Claude, mec, faut vraiment que je teste. Genre, tout le monde en parle. Mais il faut que tu Ah, testes, hein. Ouais. Je- Vas-y, Théodore, désolé. Non, non, moi je disais, bah, comme Phileas, j'ai jamais testé Claude, mais c'est vrai que de là, depuis 2 semaines, même une semaine à peine, Mm. tout le monde parle de Claude. Je me demande même si sur les réseaux, je sais pas si vous voyez, mais genre sur Twitter, tout ça, ça parle que de Claude. Je me demande s'il n'y a pas des Ouais. posts sponsorisés, tellement j'ai l'impression que du jour au lendemain, des comptes qui habituellement ne parlent pas trop de ça, se sont mis à parler de Claude. Je sais pas si vous avez des infos sur ça, Ouais. mais Ouais, je, je je vois. crois que là-dedans, je crois qu'il y a des posts sponsors, Ah, c'est pas peut-être. possible. Ouais, c'est vrai qu'il y a vu plein de mecs, d'entrepreneurs, tu vois, qui commencent à parler de Claude et tout, alors que de base, ils parlent pas. Et je suis en mode, mais ouais, c'est une dinguerie quand même. Ouais, Genre vraiment, ouais. là, ouais, depuis 2 semaines, j'entends que parler de ça sur les réseaux. C'est un truc de ouf. Non, moi je pense pas que ce soit trafiqué parce que rien que quand tu vois que le gouvernement américain, ils ont demandé de travailler avec Anthropic en premier avant de travailler avec OpenAI, bah en fait tu comprends que c'est juste que c'est les meilleurs. Ouais. Même pour avoir testé, les résultats c'est plus comparable maintenant. Ah ouais. Ils sont devenus trop forts. Pour toi, Claude est Enfin, le meilleur dans quel domaine? bah Claude, il est le meilleur en code, ça c'est certain. Hmm. C'est leur spécialité. Après, il est meilleur. Je pense qu'il est quand même meilleur en termes de réflexion pour un truc complexe. Mais Ouais. après, c'est pas le meilleur partout. Moi, j'avais vu Si tu rédaction veux faire aussi, une hein. image, Gemini est meilleur. Ouais, ouais, ouais. Nano Banana, tout ça. Moi, j'avais vu rédaction aussi pour Claude. Donc j'hésite parce que tu vois, typiquement, j'ai quand même un gros besoin de rédaction dans ce que je fais. Que ce soit pour moi, pour mes posts LinkedIn, etc. Ça peut être assez intéressant d'étoffer un peu le Hmm. contenu par Claude. Mais aussi pour les sites web.
Parce que dans la stratégie de référencement, il y a en fait voilà, il y a des pages pour les avocats, des pages en lien direct avec leur domaine d'intervention, qui doivent avoir vraiment du contenu vraiment de grosse qualité rédigé, tourné SEO et factuellement vrai aussi quand même, parce que c'est quand même des sites d'avocats. Ouais. Et ça, typiquement, bah, je fais ça avec ChatGPT, avec mes gros prompts, je repasse derrière, ça se passe bien, en vrai, j'ai quand même de bons résultats en termes de référencement. Mais voilà, si Claude est meilleur, je pense que je m'y pencherai, hein. Si ça peut me faire gagner du temps, typiquement, si j'ai moins besoin de passer derrière lui, je verrai. Mais je crois que c'est plus cher, Claude, non? C'est peut-être plus cher de 2 euros par mois si tu prends l'abonnement normal. Ah ouais? Ok, ok. Parce que j'avais vu Ah, 90 franchement, euros ça par va. mois, moi. Non, mais 90, je crois que Claude, t'as pareil, t'as deux formules. T'as la formule qui doit être genre à 25-30 euros. Et après, t'as l'autre formule à 90. Mais ça, c'est plus expert. La formule classique, je crois que c'est ouais, dans les 25-30 de ce que j'avais vu. J'ai lu le tarif hier et je crois que c'est le plan à 90. Ce qui change, c'est l'intensité d'utilisation. C'est juste, Ouais, si tu le saignes à mort, t'en as besoin, mais sinon, ça va. mais alors moi j'ai lu autre chose, c'est que t'as pas besoin de le saigner à mort pour arriver à la limite du 20-30 balles. Ah ouais? Et je crois que pareil, il y a des gens qui se plaignent un peu de ça, que Claude, il te pousse beaucoup, beaucoup à prendre la version à 90. Après, à voir, hein, à voir. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà arrivé à la limite de Claude, mais Non, jamais, mais là, mon associé, il a pris l'abonnement à 20 et quelques euros. Du coup, on va tester et là, ouais, je pense que je vais commencer à beaucoup l'utiliser et là, je pourrais te faire un retour. Ouais. ok, ok. Et d'ailleurs, là, Mathis, est-ce que du coup, t'as pu tester un peu plus Claude ou pas? OpenClaw? Ouais. Ah, du coup, OpenClaw, le truc, c'est que j'ai toujours un peu de mal à le configurer parce que quand je veux faire des trucs de base, en vrai, parce que je me focus un peu sur connecter mon calendrier et j'ai l'impression qu'il galère un peu ça. Mm. Il va falloir que je m'y repenche, pardon, un peu plus. Et j'ai vu que Claude, mais cette fois-ci Claude, la version Cowork, faisait la même Ouais. chose que OpenClaw, mais plus simplifié. Mais par contre, c'est juste que ça tourne pas H24, ça tourne que quand ton PC est allumé. Mais pareil, ça, faut absolument que je teste. Ok. Mais du coup, pareil, tu peux lui parler sur Claude ou tu peux lui parler genre sur WhatsApp comme avec OpenClaw? Ouais, non, Claude Cowork, il me semble que c'est que sur Claude. Ok. Ouais, ça c'est intéressant aussi, hein. Ouais. C'est ouf, hein. Parce que toi, Théodore, t'as entendu parler d'OpenClaw? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, en fait, je suis assez branché sortie IA, Révolution, ce genre de choses, même si du coup, je teste pas tant que ça. Mais dans Ouais. mes algorithmes Twitter, LinkedIn, surtout LinkedIn en fait, parce que je suis un peu trop sur Mm. LinkedIn malheureusement. Ouais. Il parle beaucoup d'OpenClaw. C'est vrai que j'ai pas testé aussi par manque de nécessité peut-être. Je vois pas vraiment quoi lui faire dans ma Ok. routine, dans ce que je fais tous les jours. Mais peut-être parce que si je suis un peu borné, hein, ça se trouve je perds du temps pour des tâches Mm. futiles. Mais tu vois, typiquement moi, soit je fais de la prospection. Soit je fais des posts LinkedIn, soit j'avance sur les sites en cours. Mais je pense pas que OpenClaw, Ouais. tu vois, il puisse prendre la main sur mon logiciel de création de site web, même pour la prospection LinkedIn. C'est un peu chaud parce que en plus il y a vraiment enfin, il vérifie beaucoup les spams sur LinkedIn en ce moment là, les bots, tout ça. Je prends Mm. des, je prends des warnings, donc je vais pas faire le fou avec ça. Donc je sais pas. Ouais. Ah, moi, justement, j'avais vu un cas d'usage où les gens l'utilisaient beaucoup pour la prospection LinkedIn. Ouais. Ah Parce qu'en ouais? fait, tu peux pas directement le connecter à LinkedIn parce que LinkedIn, ils autorisent pas. Mais tu as des applications comme Wallaxy ou BeReach qui ont des Hum, API, hum, hum, hum. enfin des connexions à LinkedIn. Et apparemment, ça marche vraiment du tonnerre. Ouais, mais du coup, Wallaxy, ça marche sans OpenClaw. Parce que Wallaxy, je crois que c'est un peu le principe, hein. C'est vraiment Ouais, en dehors de LinkedIn, mais c'est associé, ça envoie les messages tout seul, tu gères ta banque de prospects dans Wallaxy, ce genre de choses. Donc je sais pas. j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Wallaxy, mais l'avantage du coup d'OpenClaw, c'est que vraiment tu peux le personnaliser à 100% si tu veux qu'il analyse parfaitement le profil de la personne, Ok, qu'il fasse un message en fonction. Je pense que c'est ah, beaucoup ok, plus ok. maniable. Mm. Ouais, je vois. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais Ouais, faut OpenClaw, que je vois. ça va vraiment être dingue, hein. Genre là, je me suis pas mal renseigné, j'ai écouté un podcast là-dessus. Et là, j'ai écouté le podcast, genre je l'écoutais, tu vois, genre j'étais en train de m'endormir, il était genre plus de minuit. Et là, dans ma tête, commence à pop, mais genre tout ce que je pourrais déléguer. Et là, je me suis dit, mais les gars, je veux plus jamais travailler, genre c'est une dinguerie. Genre, je commençais à avoir mais tellement d'idées. Genre, je me suis fait une liste dans mon téléphone interminable, toutes les 2 minutes, j'avais des nouvelles idées. Et Ah ouais, là, je me suis dit, là, moi, je pense que dans mon business, ça va vraiment être game changer. Et,
Et là, du coup, je l'ai pas encore testé, mais là, je me dis bientôt, faut que je me fasse une nuit blanche installation OpenClaw parce que mec, vraiment, ça va tellement changer de truc. Putain, je suis l'inverse sur Ouais, ça. Je pense que c'est Ah parce ouais? que je suis pas assez ouvert d'esprit. Il faudrait que tu me montres d'ailleurs du coup ce que t'as pu mettre en place toi pour ton business. Ça va me donner des idées forcément. Ouais, ouais, Parce que ouais. je me dis ouais peut-être pour les contrats, pour les devis, ce genre de choses, pour les avocats là, j'avoue ça peut être pas mal. clairement. Je sais pas s'il y avait d'autres sujets que vous vouliez aborder. Moi, j'ai plein de sujets que je vais aborder là. Moi, j'ai plein de trucs sur la feuille là. Vas-y. Parce que Théodore, je voulais te poser une question. C'était, toi, c'est quoi ta première expérience entrepreneuriale? Genre, c'est à quel moment où tu as commencé à avoir ce petit truc, tu t'es dit, ah ouais, ok, là, tu vois, tu as commencé à faire un truc en rapport avec l'entrepreneuriat. Ouais, bah alors du coup c'est pas du tout le monde du web dans la création de sites. C'était une chaîne Insta et une chaîne TikTok sur Star Wars. Je crois que je vous en ai déjà parlé hein, chacun, mais je réexplique. Ouais. Alors ça s'appelait Seco Star Wars. J'avais dans les 80 000 abonnés sur TikTok, j'ai fait ça un an. J'ai fait peut-être 80, ouais, non j'ai fait peut-être 300 vidéos en un an, donc quasiment tous les jours une vidéo, tu vois. C'était fou. Ouais. Je faisais ouais, quasiment une vidéo par jour. J'avais un sponsor qui m'accompagnait, un sponsor de sabre laser, qui me payait pour chaque vidéo et forcément je faisais une vidéo par jour. Au début je touchais une commission, après il me payait en fixe. Et puis à la fin, ma chaîne elle faisait dans les 100 000, 150 000 vues par jour. Ça commençait à faire du chiffre. Et puis en fait, Ouais. ouais, c'est vraiment ça qui a activé mon étincelle entrepreneuriale entre guillemets. Parce qu'en parallèle de ça, j'étais en CDD dans une agence web. J'étais commercial dans une agence web. Donc, le matin, je bossais là-dedans. Et l'après-midi, je revenais chez moi et je bossais mes vidéos. Je bossais ma marque de fringues vite fait parce que je vendais des sweats et des t-shirts personnalisés un peu à l'effigie de la chaîne. J'étais à fond dedans. Je me rappellerai toujours du mois de décembre, alors du coup c'est décembre 2022 ou 2023, je sais plus, où j'ai fait plus d'argent avec ma chaîne TikTok et tout ce qui est autour de Seco que mon CDD. Tu vois, j'ai fait plus que mon salaire ce mois-ci. Et vu que j'étais en année de césure, je me suis dit, mais de toute façon j'ai la sécurité de retourner l'année prochaine en master, j'allais en M1 du coup. Je me suis dit, ok, je pars de mon CDD, je me mets en full time sur cette activité-là, ce qui fait que je suis allé chercher des 1500, 1600 nets. J'ai fait un mois, je crois, à 1005 nets en vrai avec Seco, ce qui était incroyable, tu vois, c'était énorme parce que c'est une aventure Ouais. entrepreneuriale euh, que j'ai Ouais. arrêté à l'anniversaire des 1 an de la chaîne parce que je pensais vraiment avoir fait le tour de la chose, de tous les sujets. Tu te rends bien compte, je parlais Ok. que de Star Wars tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. J'étais en mode usine. Je faisais, en fait, dis-toi que je trouvais 30 idées de vidéos d'un coup. Après, je rédigeais 30 vidéos. Donc ça me prenait un jour à chaque fois, hein, t'imagines bien. Après, je faisais les voix parce que c'était uniquement la voix. Des 30 vidéos. Ça, c'est une journée aussi, c'est ultra long. Et après, je faisais le montage. C'est genre plus d'une heure par vidéo de montage. Enfin, c'était vraiment du boulot. J'en avais un peu ma claque. Parce qu'en vrai, en taux horaire, c'était pas tant que ça, tu vois. Parce que je travaillais un peu trop. Et puis, en parallèle de ça, en fait, j'ai commencé à faire des sites internet, forcément, et notamment un pour une avocate. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de switch de business. Et voilà. Donc j'ai commencé par quelque chose d'assez peu commun, du TikTok, du Star Wars, Ouais. ma passion, mais ça m'a complètement mindfuck. Et est-ce que aujourd'hui tu regrettes d'avoir switch comme ça ou tu penses que t'as fait le bon choix justement? Mais en vrai, cette question, je me la pose souvent. Non, je regrette pas. Je Mhm. regrette pas, mais je repense très souvent à cette chaîne. Je repense à Seco parce que Ouais. c'était pendant un an. En fait, tu sais que c'est quasiment comme une ex Seco, quoi. En fait, presque. J'ai Ouais. quitté du jour au lendemain Ouais, une ouais, vie, j'avoue. mais c'est ça, hein. Ouais. J'ai quitté du jour au lendemain un peu Ouais. une vie et une communauté adorable. Ma Mm. commu, elle était adorable. Là, il y a encore quelques mois, je me suis connecté au compte et j'ai vu des gars qui m'envoyaient des messages. Ouais, est-ce que tu vas revenir ou pas? Ça va faire 2 ans que je suis parti. Mm. Ah, c'est bien. Et je me rappelle que je recevais des mails un gars qui m'avait envoyé un mail qui dit ouais, j'ai 40 ans, j'ai grandi avec 45 ans, je crois qu'il avait. J'ai grandi avec Star Wars, mais du coup les premiers qui sortaient au cinéma début années 80. Et je tombe sur tes vidéos, je me remets à fond dans l'univers et j'ai montré tes vidéos à mon fils et là il est en train de commencer les films. Tu vois, ce genre de choses. Ouah. Incroyable, non mais c'était Mm. c'était fou. Et puis lorsque j'ai posté ma toute dernière vidéo et donc annoncé dans cette vidéo que c'était la dernière, il y avait une
peut-être une quarantaine de commentaires sur TikTok et Insta Hmm. qui disaient non, non, pars pas, t'inquiète, au pire, fais juste une vidéo par semaine et tout ça. Donc Ah ouais. c'était fou. Et en fait, ça, là, c'est là où j'ai vu aussi la réalité de la majorité silencieuse, tu vois. Parce que j'avais quelques haters, bon, des haters, c'est un Hmm. grand mot, mais j'avais quelques commentaires négatifs. Forcément, quand tu fais beaucoup Ah d'impressions, ouais, tu vois, t'énerves un c'est pourcentage normal. pour rien du Ouais. tout. Des fois, je prononçais mal le nom de personnages secondaires qu'on voit jamais à l'écran, tu vois. Et il était en mode c'est lui qui a le plus d'abonnés, tout ça, n'importe quoi. Mais en fait, il y a aussi cette majorité qui like tous les jours, qui sont là et qui te le disent jamais. Et ça, faut jamais oublier, tu vois. J'ai eu plein de témoignages de gens qui me disaient c'est un peu mon rendez-vous tous les matins en allant à la fac, dans le métro, je regarde ta vidéo, parce que c'est 1 minute 30 mes vidéos, tu vois. Vite fait, tous les jours, je regarde ma vidéo. Donc tu m'accompagnes là, comme ça, depuis 6 mois, sur mes trajets de la fac. C'était une aventure incroyable, et j'y repense. Ouais. Et parfois, quand je suis en mini burn-out et que j'en ai marre de faire des sites, je me dis, mais je reprends Seco. Parce qu'en fait, j'ai encore les chaînes. J'ai tout. J'ai mon compte TikTok, j'ai mon micro, j'ai mon compte Insta, j'ai du temps. Et je pourrais reprendre comme ça, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu as à créer du nouveau contenu ou tu tournerais toujours en rond? Attends, t'as un peu coupé. T'as dit quoi? Je disais, est-ce que tu penses que tu arriverais à créer? Parce que là, tu vois, tu disais que tu as arrêté parce qu'il y a un moment où tu Ouais. t'es dit, OK, là, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu penses que là, si tu reprenais, tu aurais d'autres éléments à apporter ou t'as vraiment. Ouais, non, c'est sûr que plus le temps passait, plus je me creusais la tête. C'est sûr que je me creusais la tête de Ouais. plus en plus pour trouver des vidéos parce que il y a des thématiques ultra classiques, quoi, des explications de l'or des films. Après, tu vas un peu plus loin, tu réponds à des questions. Pourquoi Dark Vador ne peut pas lancer d'éclairs alors que Palpatine le peut? Tout ça, t'expliques. Et à un Ouais. moment, t'as plus de questions, quoi. Donc, je pense que ce que je ferais si je reprenais la chaîne, c'est que je ferais un peu moins de vidéos explicatives comme ça, et un petit peu plus de vidéos actualité Star Wars. Parce que là, il va y avoir un film qui sort cette année, un film Star Wars, puis ça va reprendre un peu, Disney relance un peu le truc. Il y a eu des séries Ok. sympas, il y a eu Andor d'ailleurs, là on sort complètement du podcast, mais allez voir Andor, c'est une série exceptionnelle du niveau de Breaking Bad, et je pèse mes mots. Ok. Bref. Et ouais, je pense qu'en fait je ferai plus de contenu comme ça, où je parle du cinéma en tant que tel, des œuvres Star Wars, plus que du lore, des sorties, un peu des polémiques qui gravitent autour. Euh, je parlerai je donnerai mon avis, tu vois, sur les films, sur des choix en interne chez Disney, ce genre de choses. Tu vois, là, rien que d'en parler, j'ai envie d'y retourner un peu. Ouais. Ça se voit en vrai. Ben ouais, mais Ça se voit non. que ça t'anime. Carrément. Et est-ce que Théodore, tu as des techniques un peu de productivité à nous partager? Parce que je sais que là, tu vois, tu nous expliquais comment toi, tu t'organisais tes journées. D'abord, Ouais, tu fais les 30 scripts, après les 30 voix, après les 30 montages, ouais. etc. Comment tu as fait pendant cette période et même comment tu fais aujourd'hui pour t'organiser et pour optimiser ta productivité dans ton taf? Ouais, bah clairement l'organisation pour moi c'est ultra important dans une journée et je l'ai appris avec Seco parce qu'au début les vidéos je les faisais une par une, tu vois. Donc tu te rends bien compte que tu trouves une idée, tu rédiges, tu fais la voix, tu fais le montage, tu la postes. Ça, tu peux pas tenir ça tous les jours. Parce que si jamais un jour t'as plus d'idées, Ouais. t'es mort. Si un jour t'as un problème, t'es mort, tu peux pas tenir le rythme. Donc petit à petit, je commençais à faire les vidéos 3 par 3, 5 par 5, 10 par 10. Et je me disais, mais plus j'en fais à la fois, mieux c'est. Et plus j'ai de l'avance et tout ça. Donc là, je me suis mis en mode usine pour Seco. Et ben, j'ai eu un peu le même cheminement là dans la création de sites internet. Parce que étant donné que je suis tout seul, je dois gérer les deux choses les plus importantes quant à cette activité de création de site, c'est la création des sites et l'acquisition client, tu vois. Et donc ce que je faisais au début, c'est quand j'ai pas de clients, ben, je passe toute ma journée à l'acquisition client, j'appelle des avocats, je fais des posts LinkedIn, je refais mon site, je fais des trucs un peu qui servent à rien des fois, tu vois, toujours. Je fais de la prospection. Et quand j'ai des clients, je fais que le site du client pendant une semaine, comme ça je suis à fond sur le site du client. Ce qui fait qu'à côté de ça, je fais pas de prospection. Donc ce que j'ai mis en place, c'est vraiment une organisation que je m'impose, c'est de diviser en deux ma journée. Le matin, je fais de l'acquisition et l'après-midi, j'avance sur les projets web, donc les projets de site en cours. Je m'impose ça, 9h, 12h30, je suis sur LinkedIn, j'envoie des messages,
Je relance les prospects qui s'endorment un petit peu là. Je fais des contrats, je fais les visios avec les avocats. Mais l'après-midi, je coupe LinkedIn. D'ailleurs, je vais faire un post sur ça. Je coupe LinkedIn, je suis plus là et je ne fais que des sites. Comme ça, je suis jamais en retard et au moins je réfléchis pas à ce que je dois faire, tu vois. Et je pense que pour répondre à Mm. ta question, c'est bien de s'imposer ce genre de choses. Après, c'est chacun fait comme il peut. On peut aussi faire un jour, mais diviser en deux sa journée, c'est encore plus structurant. Et je pense que c'est le mieux. Quand on peut le faire, je pense qu'il faut le faire. Ouais, Voilà. vraiment. Ok. Bah, trop Très cool. clair. J'ai vu que enfin, tu parlais de des fois faire des trucs où tu sens que ça fait avancer et des fois faire des trucs où tu as l'impression que ça a un peu moins d'impact. Est-ce que dans ta vie, des Ouais. fois, tu te dis, tu penses à la règle du 20-80? Ouais, ouais. Ouais, Pareto. C'est la loi de Voilà, Pareto, c'est la loi ça? de Pareto. Ouais. Ouais, Bah clairement, pas assez, hein. Pas assez. Des fois, ouais. à la fin de ma journée, je me dis là j'ai fait des choses qui servent, qui ont pas beaucoup d'impact. Peut-être que tu peux nous rappeler pour nos auditeurs la loi de Pareto. Ouais, bah carrément. Bah du coup, la loi de Pareto, c'est donc on l'appelle la loi du 20-80. Donc en fait, grosso modo, c'est une loi, enfin, j'allais dire physique, je sais pas, c'est une loi, on va dire, qui explique que 20% de tes actions font Ouais, 80% de l'impact. Et le 80% des actions restantes va faire que 20% de l'impact. Et en fait, c'est hyper vrai dans plein d'aspects de la vie. Et souvent, je sais pas, quand tu as un moment dans ton entreprise, il faut, je sais pas, tu as 10 clients, mais en fait, sur tes 10 clients, tu en as deux qui sont quand même beaucoup plus gros que les autres. Et en fait, si tu bossais juste sur ces deux clients et que tu fais tout hyper bien avec eux, tu vas avoir beaucoup plus d'impact sur tes résultats que si tu t'acharnes à tout faire parfaitement pour chacun. Je sais pas si vous avez d'autres exemples en tête comme ça de 20-80, j'ai sorti ça qui me passait par la bah tête, mais c'est pas le ouais, ouais, ça c'est un bon exemple, mais pour moi ça marche pour tout et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les jeunes notamment, parce qu'en vrai, quand ça fait un bout de temps que tu fais ça, c'est évident, tu vois. Mais même. moi je vous dis vraiment prenez du recul sur ça parce que ça marche pour tout. Tu vois, typiquement pour un exemple, ce que je fais, euh, refaire mon site web, c'est bien, ça a un impact parce que c'est mieux, mais vu le temps que ça me prend. En fait, ce temps-là passé, avancer sur un client, tu vois, je pourrais faire littéralement un site entier où je suis payé donc mon prix de site. Et ce temps-là, si jamais je le passais à faire de la prospection, des posts LinkedIn, en fait, ce temps est beaucoup plus efficace. Pareil, je perds un peu de temps à refaire à chaque fois des contrats. Il faut que j'arrive à templétiser des contrats, à avoir toujours les mêmes, les devis, les factures, ce genre de choses. Ça, c'est du temps qui sert à rien. Faut prioriser ouais, du temps qui a de la valeur. Et comme tu as dit, il y a des tâches qui amènent beaucoup plus de résultats que d'autres. Bon, est-ce que Mathis, tu as un exemple de la dernière fois que dans ta vie tu t'es dit ok là faut que je fasse le 20-80? La dernière fois que... Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas trop. Ok. C'est pas quelque chose que tu te dis souvent, genre faut que je fasse le 20-80? Si, en vrai, je me le dis tout le temps. Ouais, Mais en fait, j'ai tellement de trucs que j'arrive pas ouais. à analyser si ça vaut un 20 ou si Ouais, ça vaut un 80. C'est-à-dire, je vois pas trop ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai en tête de faire de l'acquisition client, j'ai en tête de gérer la création de ma société, les études, plein de trucs. Et en fait, c'est pas comparable entre avoir une bonne note à un examen et réussir de créer ma société sans problème. Mm. En fait, je vais mm, pas me mm. dire que créer ma société c'est un 20 et que de passer du temps sur avoir une bonne note à un examen c'est un 80. Je peux pas non plus dire ça, tu Ouais. vois. Enfin, Ouais, c'est pas. En fait, toutes mes tâches sont importantes et j'ai tellement de projets et de tâches en cours que j'ai que du 20 pour l'instant et j'ai pas le temps d'être dans du détail pour l'instant, dans tous les cas. Parce qu'en mais fait, tant je mieux. pense que la 80, elle marche vraiment quand tu es dans la même activité. Genre, Ouais, c'est-à-dire que tu peux faire par exemple, Ouais, 20-80 contrôle. Tu vois. Un contrôle, globalement, ça dépend ce que c'est. Mais tu vois, par exemple, tu te dis, je sais pas, en contrôle de droit, bah, tu apprends toutes les définitions et globalement, tu as fait le 20-80, tu vois. Ou typiquement, bah, je sais pas, pour être en forme dans ta journée, le 20-80, c'est t'as bien dormi et t'as mangé équilibré, tu vois. Et après, le reste, optimiser tes machins, tes petits exercices de respiration. Bon, ça, c'est du plus, tu vois. Il y a c'est plein de trucs ça. comme ça. Mais en fait, je pense que le 20-80, il marche quand tu te concentres sur une seule activité. Ça peut être compliqué de faire le 20-80 sur bah, des trucs qui ont un peu rien à voir, mm. typiquement les études.
business, ouais, ça peut être compliqué, quoi. Bah c'est ça en fait pour le Mais traduire autrement, le 20-80, c'est 80, t'es hyper perfectionniste, mais ça sert à rien. Ouais. Et 20 en fait, bah juste tu fais le taf qu'il faut quoi. Mm. Ouais, c'est ça. l'exemple que tu as donné, Phileas, pour le moins 80, avec les études, les cours et du coup les révisions, c'est pas mal et c'est assez parlant, je trouve. Parce que, bon, souvent, on est un peu dans le rush, tu vois, quand on doit réviser une matière. Et quand on est Mm. la veille d'un examen, et bah, Ouais. naturellement, on va faire vraiment le 20. Est-ce qu'on va prendre 1 heure à relire toutes les diapos? Pourquoi pas? Mais si tu as vraiment beaucoup de diapos, en réalité, cette heure-là, si tu la passes sur un annal, par exemple, tu vois, de l'année dernière, tu vas largement être plus efficace. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on travaille dans le rush, on applique toujours la loi de Pareto, même pour tout, parce que quand on a trop de temps pour faire quelque chose, on se rend pas compte parfois. On se rend pas compte qu'on fait des choses Ouais. pas si efficaces. C'est pour ça que j'aime bien être, Mm. euh, Hmm. être dans le rush. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis même dans le rush, je trouve que des fois, quand t'es vraiment trop dans le rush, des fois, tu te rends compte que là, même entre guillemets, le 20, ça va être compliqué de le faire. Tu vois, genre, tu sais que vraiment là, t'as pas le temps de tout faire. Ouais. Et du coup, là, Ouais, il ouais, faut qu'en fait, tu fasses le 20-80. En fait, tu ouais. sais ce qu'il y a à faire le plus important, mais il faut que tu fasses juste une partie de ça parce que ce qui est le plus important du plus important. Parce que des fois, t'auras pas le temps de tout faire. Tu vois. Et c'est hyper important, du coup, de savoir vraiment prioriser et classer ce que t'as à faire parce qu'il y a le plus d'impact ou pas, quoi. Je sais pas si vous aviez d'autres sujets que vous voulez aborder. Bon, ça Bah, revient écoute, toujours au même. c'est- Bah, vas-y, non, ouais. vas-y. Non, je disais Non, non, juste mais moi, que justement, moi, par rapport à, par j'avais noté rapport pas au- mal toujours au de 20. Vas-y. Par rapport au 20-80 et à l'organisation, l'organisation des journées, je veux dire, on peut faire un lien entre les deux. Moi, ce que je fais, c'est que je mets les tâches, ce que je considère comme les plus importantes, en première dans la matinée pour les tâches de prospection et d'acquisition, et en première dans l'après-midi pour les tâches de la production de sites et tout ça. Comme ça, si jamais tu as un gros imprévu ou si tu passes vraiment énormément de temps sur cette tâche-là, au moins c'est la première que tu as fait dans ta journée et c'est la plus importante. Celles qui sont pas très importantes, tu vois, tu les mets pour 18 heures et je veux dire, voilà, si jamais tu as une galère dans la journée, tu la fais pas, tu la fais le lendemain et c'est pas très grave. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Ouais, ouais, Hmm. ouais, carrément. Mm. Bah Phileas, je sais pas si t'avais dit que t'avais noté des sujets, il me Ouais, semble. non, mais de toute façon, moi là, c'est bon, j'ai fait le tour. Bah, j'avais une dernière petite question que je voulais poser à Théodore. C'était pourquoi, là, imagine, moi, je suis avocat, tu vois, je viens tout juste d'avoir mon diplôme et tout. Pourquoi je dois bosser avec toi? Ben, je suis le meilleur déjà. Non, non, ça, cut. Évidemment. Alors, non, mais parce que en fait, moi, je mets vraiment l'accent sur la collaboration, en fait, sur la prestation en collaboration avec l'avocat. Et j'ai remarqué que c'était vraiment pas forcément le cas dans ce milieu des prestataires pour avocats. Voilà, il y a des grosses agences qui, en fait, c'est normal, c'est des agences donc qui travaillent un peu à la chaîne, qui ont besoin d'avoir un taux horaire extrêmement compétitif de leur côté pour être rentable, et donc qui comptent aussi les heures de communication avec l'avocat. Et moi, dans la manière dont je travaille, je propose des retours illimités sur mes sites parce que j'ai une manière de travailler qui fait que je peux me permettre de proposer ça. Et c'est vraiment ce qui va me démarquer un peu de la concurrence, entre guillemets, parce que ça fait que à la fin, l'avocat, il a un site qui va correspondre exactement à ce dont il a besoin avant tout, avant même ce qu'il veut, c'est ce dont il a besoin, même en termes de stratégie, de référencement, de positionnement. Donc je mets vraiment de plus en plus l'accent sur ça, parce que, encore une fois, on revient à la loi de 80-20, c'est ce qui va apporter du résultat. Donc voilà. Ouais, carrément. Et puis en plus, t'as le fait que tu es spécialisé sur les jeunes avocats. Et ça, je pense que c'est Ouais, hyper intéressant parce que du coup, bah, on a toujours tendance à aller plus vers quelqu'un qui nous correspond vraiment. Et là, du coup, quand tu es jeune avocat, tu préfères grave aller te dire je vais chez un mec qui est spécialiste de ça plutôt que juste quelqu'un qui fait des sites web ou qui fait des sites pour avocats. Là, c'est ultra précis. Et du coup, les gens, ils sont plus attirés par un truc qui est vraiment très précis, qui leur correspond, quoi. clairement, en fait, c'est assez différent le besoin d'un avocat indépendant, jeune ou pas d'ailleurs, un avocat indépendant qui a un vrai besoin de positionnement et de référencement, de stratégie, dans ce sens-là, est très différent
d'un cabinet d'avocats, tu vois, je veux dire un cabinet parisien en droit de la famille de 5-6 avocats qui ont déjà une grosse réputation. Pour les avocats indépendants, souvent, il y a tout à faire en termes de notoriété digitale. Il y a tout à faire et c'est les sujets sur lesquels je suis à longueur de journée et que je traite uniquement en fait. Donc, euh, donc ouais, clairement, ça revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au conseil, positionnement stratégique, des Ouais. domaines d'intervention sur les barreaux, tout ce qu'il y a à mettre en place pour sortir du lot. C'est là-dessus que je souhaite un petit peu me différencier. Ouais. Ok, trop cool. Est-ce que Théodore, t'as entendu parler du SEO pour les IA? Je sais plus. Mathis, tu peux me dire comment ça s'appelle? On en avait parlé une fois. Le Géo, GIO. Ouais. Ouais. ouais, 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 c'est ça. carrément. Parce que ça, du coup, toi qui bosses pas mal le SEO, etc., qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être hyper important dans les prochaines années? Enfin, quel impact tu penses que ça va avoir? Ouais, le GEO, c'est un sujet extrêmement intéressant. C'est un sujet dont on entend pas mal parler d'ailleurs dans le milieu des avocats. Je vois pas mal de mes concurrents qui en parlent. En fait, c'est le fait d'être référencé sur les intelligences artificielles, c'est le fait d'être cité par les IA, tout simplement. Et pour faire du GEO, il faut comprendre comment elles fonctionnent et où elles vont trouver leurs sources. Et elles vont notamment trouver leurs sources sur Internet. Donc typiquement, dans le cas d'un avocat indépendant, pour moi, et j'en ai fait un post LinkedIn d'ailleurs spécialement sur ce sujet, le plus pertinent, ça va vraiment d'avoir un site complet, un site extrêmement clair, Mhm. extrêmement explicatif, et qui va répondre aux problématiques vraiment concrètes de la clientèle cible. Donc en fait, ça rejoint vraiment tout ce qu'il y a à mettre en place pour le référencement naturel classique pour les moteurs de recherche, parce que c'est l'une des sources principales des IA, tout simplement. Et ça, je parle entre guillemets en connaissance de cause, parce que un avocat que j'ai accompagné il y a quelques mois de ça, ouais, quand même, son site il a été mis en ligne fin octobre, je crois. Cet avocat est revenu vers moi pour me dire qu'un client à lui l'a trouvé sur ChatGPT. Et ce client lui a Waouh! demandé ce client lui a demandé de lister bon, je vais pas donner d'informations pour dire quel est cet avocat, parce que je pense pas il me le permettrait, mais donner les avocats les plus compétents dans cette matière, dans ce domaine, sur cette ville. En l'occurrence, c'était Lille. Ça, je le dis quand même, parce que c'est quand même une assez grosse ville. Et cet avocat est Mhm. tombé dans les trois réponses de ChatGPT. Et voilà, typiquement, le client est allé voir les sites. C'est le site de mon client qu'il a plu et il a pris rendez-vous avec lui. Donc moi, j'ai rien fait d'autre que d'optimiser son site pour le référencement pour Google. Et en fait, son site, naturellement, a été référencé pour les IA et notamment, dans ce cas-là, pour ChatGPT. Donc le GEO, je sais pas si vous voyez des choses un petit peu sur ça en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui promettent un peu des techniques spéciales, des choses folles pour être référencées sur les IA, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Aussi parce que je pense que les algorithmes sont assez opaques, sont assez différentes d'une IA à une autre d'ailleurs. Et pour Mhm. l'instant, pour moi, il faut juste être référencé sur les moteurs de recherche avec du contenu de qualité et qui répond vraiment, je me répète, mais qui répond vraiment à des questions précises pour avoir la chance d'être cité par ces IA, quoi. Mhm. Mais ouais, clairement, moi j'avais vu que pour le GIO, par exemple, si tu voulais augmenter ton score, fallait faire du contenu sur Reddit. Mais du coup, c'est sûr que Ouais, pour un avocat, c'est pas du tout le bon canal, j'ai l'impression. ouais, non, clairement, j'ai vu ça aussi. Apparemment, Reddit, c'est le site ou l'un des sites qui est le plus consulté par l'IA. Encore une fois, parce que l'IA adore Mm. ce concept de questions-réponses, de questions humaines avec une Ouais. réponse humaine, qui est d'ailleurs validée par une communauté. C'est tout le principe de Reddit. Mais en vrai, non, ça pourrait être intéressant pour des avocats. Alors, à voir, parce qu'ils ont quand même une déontologie bien précise. Mais c'est vrai Ouais, que c'est s'ils vrai. se mettent à s'ils se mettent à faire beaucoup de réponses sur Reddit, ça peut être intéressant. Mais en attendant, comme j'ai dit, ça reste le site vitrine ultra complet qui est le plus efficace. Ouais, du coup, Et cette Théodore, compli- tout à l'heure, tu parlais des réglementations que les avocats avaient. Mais en fait, ça, c'est trop bien parce que ça te donne un avantage comparatif. C'est une barrière à l'entrée, en fait, qui te donne des avantages. Et je sais pas, t'en penses quoi, toi? Tu penses que ça te permet d'avoir plus de clients et moins de concurrents, du coup? ouais, c'est un avantage concurrentiel, forcément par rapport aux agents généralistes.
Et c'est un argument, clairement, le fait que je connais toutes les règles déontologiques des avocats euh, en matière de site internet. Tu vois, typiquement, il y a des mots interdits. Bon, après ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit du tout d'utiliser ces termes-là. J'ai pas le droit de dire spécialiste ou même le terme spécialisé en droit de la famille, par exemple, si l'avocat n'a pas spécifiquement une spécialisation, n'a pas passé une spécialisation dans ce domaine. Mais Mhm. un avocat peut faire du droit de la famille pendant 15 ans, il peut faire 15 ans de divorce sans avoir passé cette spécialisation, et donc il n'a pas le droit de mettre ce terme spécialisé sur son site. Le terme expertise aussi est à bannir. Donc c'est pour ça que je parle de domaine d'intervention, de service, des choses un peu plus larges comme ça. Mais il y a plein de règles de ce genre par rapport aux avis. On sait hein, à quel point les avis c'est important de mettre des avis clients sur son site. Mais chez les avocats, c'est loin d'être aussi simple. Ils ont théoriquement pas trop le droit de vraiment demander des avis à leurs clients. Et pour les mettre sur le site, pareil, c'est pas aussi simple. Donc moi j'ai pas mal d'avocats qui me disent qu'ils préfèrent ne pas du tout en mettre pour pas prendre le risque entre guillemets, même si c'est bien fait, Ouais. c'est tout à fait possible. Et tout ça, oui, clairement, c'est quelque chose que je mets en avant lors de l'appel de vente, et c'est quelque chose qui va beaucoup rassurer, hein. Ok, trop bien. Et dans le même registre, le fait de se nicher, c'est quelque chose qu'en fait, bah c'est très conseillé. Moi, il y a le nombre de gens qui m'ont dit spécialise-toi, niche-toi, t'auras plus de clients. Et en fait, tu Ouais, seras dans. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai vu récemment, c'est pas va à l'endroit où il y a le plus de clients, c'est va dans le plus grand marché où tu pourras être numéro un le plus rapidement possible. Et Ouais. ça, je trouve que l'océan bleu. c'est vraiment réel parce que C'est bah l'océan bleu, justement c'est non, c'est ça? pas vraiment ouais si si c'est l'océan bleu. Oui, t'as raison. Ouais. Ouais. Tu vois, Figa, ce que c'est, océan bleu, océan rouge ou pas? Non, ça je connais pas du tout. Bah, en gros, c'est ce qu'a dit Mathis, du coup. Et moi, je suis assez d'accord, je vais te répondre tout à l'heure par rapport aux niches. Je suis très pro niche. Mais du coup, l'océan rouge, c'est la partie du marché où il y a une grosse demande, beaucoup de clients, potentiellement des clients avec beaucoup d'argent, vraiment, voilà, de l'argent à aller chercher. Mais donc, il y a aussi beaucoup de requins. Donc imagine une mer avec beaucoup de poissons, mais beaucoup de requins. Donc la concurrence est très rude, ce qui fait que c'est un océan rouge, en fait, c'est un océan plein de sang, où il y a une bataille qui fait rage. Et à côté de ça, il y a un océan bleu, un océan avec beaucoup moins de poissons, mais où il y a aussi beaucoup moins de prédateurs. Et donc, c'est très très intéressant de se construire une notoriété en fait dans ce genre de marché parce que tu es quasiment le seul et tu vas aller capter l'entièreté ou quasiment l'entièreté de l'océan parce qu'il n'y a pas trop de concurrence. Et pour moi, la Ouais. niche, ça va, Mm. enfin le fait de se nicher, ça va clairement dans ce sens-là. Euh, Moi, on m'a dit, parce que quand j'ai commencé à faire des sites, bah, c'était des sites généralistes pour tout le monde. J'ai fait un site pour un coiffeur, pour un traiteur de mariage, ce genre de choses. Mais très rapidement, j'ai fait un site pour une avocate et on m'a dit, il faut que tu te niches, il faut que tu trouves une niche. Donc ça a été l'avocate, du coup, la niche. Parce que, après, en termes de crédibilité, en termes de message marketing que tu fais passer à ta clientèle, ça n'a rien à voir. Et moi, là, je le vois, je pense que j'arriverais pas à signer autant d'avocats si je ne faisais pas que des avocats. Et par rapport à ce que je vous disais aussi tout à l'heure, Mm. par rapport aux recommandations, les avocats ne me recommanderaient pas autant si je n'étais pas spécialisé que pour les avocats. C'est vraiment quelque chose pour eux d'important, quoi. Donc je pense que ça dépend des niches, mais pour des niches comme les niches juridiques ou de profession un petit peu comme ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai, Mathis, que toi, tu te niches pas forcément là pour ton business. Tu fais resto, bar et même, même autre genre de business ou tu fais que resto bar? Nous c'est vrai que en fait c'est assez délicat parce que je trouve que mon business est une niche à part entière, mais Ouais, en c'est même vrai. temps je suis pas niché en termes de clients, mais je suis niché en termes de produits. Tu vois ce que je veux dire? Mais Oui, sinon, en termes de produits qu'on va cibler, on va vraiment chercher tout le monde, mais la communication qu'on va faire, elle est quand même ciblée, mais on refuse personne, tu vois. ouais, bien sûr, ouais. Ouais, je vois. Mais est-ce que Mathis, tu penses pas que ce serait plus intéressant
de genre cibler vraiment juste restaurants et bars, et comme ça vraiment de devenir expert de ça. Et une fois que tu as fait un peu le tour du marché, tu vas voir d'autres choses, mais de commencer par être plus focus. Ouais, bah ça en fait c'est une stratégie en interne, mais comment dire? En fait, si tu veux, on va lancer des publicités justement qui vont être ciblées vers certains. Je crois que ça s'appelle des ICP, enfin, c'est vraiment des personas clients qui sont vraiment pertinents pour nous. Mais après, par exemple, si tu vas sur mon site internet, eh ben, tu vas voir qu'en fait, on fait pour tout le monde parce qu'en fait, c'est la même chose pour tout le monde finalement. Enfin, c'est pas vraiment la même chose Ouais, pour tout le monde au niveau de l'installation client, mais avec l'outil, eh ben, tu peux satisfaire tout le monde. Voilà. Ouais, ok. non, c'est vrai. Comme Et tu toi, l'as dit, en fait, Phileas? excuse. Non, vas-y, vas-y. Non, je disais juste, comme tu l'as dit, c'est vrai que toi, en soi, je t'ai posé la question, mais ton produit, c'est une niche en soi. Tu vois, je pense pas que ça puisse être comparable avec le fait de faire des sites internet pour tout le monde. Ça a rien à Ouais, voir. c'est ça. En fait, t'es déjà, de par ton service, dans un océan bleu, en fait. Parce que, bon, il y a d'autres concurrents qu'on ne citera pas ici, mais, mais clairement, vous n'êtes pas non plus énormément en France. Enfin, je sais pas. Mais tu sais que c'est en train, mon domaine, genre pour les gens qui nous écoutent, en gros, c'est de créer des roues de la fortune pour en fait capter une clientèle dans des commerces physiques ou dans des lieux en général. Et pour après aller chercher des appels à l'action, des avis Google, des abonnements, des collectes d'images, ce genre de choses. Donc ça, c'est mon domaine. Et en fait, tous les mois, là j'ai un pote, tu vois, il commençait à suivre mes réseaux, mon compte pro. Et du coup, il avait du contenu de mes concurrents. Parce que du coup, enfin, l'algorithme, il comprenait qu'il était Ouais, intéressé. Et en fait, il me montre des concurrents que je connaissais même pas. En fait, j'ai l'impression que toutes les semaines, j'ai un concurrent qui apparaît. Alors qu'au début, au tout début où on a commencé, on était peut-être, je sais pas, trois. Et c'est vrai que ça commence à se transformer en océan rouge. Mais l'avantage de cet océan rouge, c'est que, eh ben, en fait, dans les requins, eh ben, nous, on va être dans les plus gros parce qu'on a le plus d'ancienneté, le plus d'expérience. Et en plus, il y a de plus en plus de poissons. Parce qu'en fait, au ouais, début, il y avait moins de poissons, pour un peu faire la métaphore, parce que les gens étaient moins éduqués à tout ce système de jeu, à tout l'intérêt d'avoir des avis Google, parce qu'au début, les gens, ils voyaient pas forcément l'intérêt. Et le fait d'avoir des concurrents, bah, en fait, bah, les gens, enfin, cette idée d'avoir ce système, ça germe dans leur tête et ils voient qu'il y a un intérêt finalement. Mm. clairement. Donc, voilà. Après, tu vois, tu disais tout à l'heure que c'est en train de, enfin, ton marché ressemble de plus en plus à un océan rouge. Toi, enfin, en vrai, t'es quand même ultra loin d'être dans un océan rouge quand tu fais le ratio Oui, euh, de nombre de personnes qui proposent ça et les potentiels clients. Littéralement tous les bars, tous les restos de France et autres commerces un petit peu du genre qui pourraient en avoir besoin. Il faudrait qu'il y ait 150 fois plus de gens qui font ce que tu fais pour que ça ouais. commence à être un peu, Ouais. un peu serré. Et ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y ait de plus en plus de poissons, c'est un peu aussi le cas pour moi, pour les avocats. Parce qu'il n'y a pas plus d'avocats tous les ans, parce que forcément il y a des nouveaux avocats. Enfin, si, il y en a un petit peu plus, mais il y a des nouveaux avocats tous les ans, mais il y a des avocats qui partent à la retraite, évidemment. Sauf que dans les avocats qui arrivent, enfin, ce sont des profils d'avocats qui sont bien plus au courant qu'ils ont besoin d'un site internet. Évidemment, c'est une question de génération. Ils viennent de finir leurs études et en fait, c'est des gens de notre génération, donc ils savent dès le début qu'ils ont besoin d'un site, d'une stratégie de contenu sur les réseaux, tout ce genre de choses. Donc même si moi aussi je vois de nouveaux prestataires, de nouveaux créateurs de sites web pour avocats là comme ça tous les 3 mois sur LinkedIn qui sortent un peu de nulle part, je Ouais. me dis qu'il y a de plus en plus de potentiels clients. Donc ça va, on reste en eau bleue quoi. Et toi, Phileas, t'es comment là? T'es au bleu, au rouge? Moi, je pense que en vrai, clairement, au bleu, parce que dans le business fait actuellement, clairement, on est très très peu à proposer ça. C'est quelque chose qui est relativement récent. Il y a quelques années, on proposait pas des produits de luxe comme ça. Genre, ça émerge vraiment et t'as un marché qui grandit aussi énormément. Là, enfin, je regardais, j'ai dû faire un business plan il y a pas longtemps. Je regardais les chiffres. Je vois que les plateformes comme Vinted et Vestiaire Collective, ils ont fait, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça passe, genre, je sais plus laquelle, eux passent de 5 à 100 millions d'utilisateurs en l'espace de 5 ans, tu Ouais, vois. Genre,
les plateformes où ces articles sont revendus, elles ont des croissances folles. Et par exemple, sur Vestiaire Collective, la moitié des vendeurs, c'est des professionnels, tu vois. Donc, Ah oui. bah ouais, donc la croissance du marché, c'est. Enfin, c'est pas 50% des personnes, c'est 50% du volume de vente. Parce qu'en fait, tu as moins de professionnels, mais ils vendent beaucoup plus. Donc, en ratio volume de vente, ça fait Oui, 50%. ok. Et, euh, et donc, bref, tu vois, c'est dingue et le marché croît énormément. Donc, ouais, pour le moment, il y a très très peu de concurrence. Ah, bah, je pense aussi dû au fait qu'il y a des grosses barrières à l'entrée et que c'est très difficile de pouvoir avoir accès à ces produits, de pouvoir les proposer derrière. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi cette grosse barrière à l'entrée qui, moi, fait que, bah voilà, enfin, je sais qu'en tout cas, c'est compliqué d'arriver à lancer ce que j'ai lancé si tu pars de zéro, tu Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Phileas, sur bah, du coup, dans ton domaine, mais j'ai l'impression que le marché de la seconde main est continuellement en train d'exploser. Je parle pour les vêtements. Parce que, bon, on sait, tu vois, bon, ça fait longtemps qu'on en parle, Vinted, ça, tout ça. Mais même là, en 2024, 2025, début 2026, j'ai l'impression que les gens, bah, du coup, tu seras le meilleur pour répondre, j'ai l'impression que les gens sont prêts à payer plus cher pour des vêtements qui sont seconde main parce que on a arrêté de se dire seconde main, ça veut dire mauvaise qualité, ça veut dire déjà porté, usé, ce genre de choses. Moi, je vois ça parce que ma copine, elle vend des fringues sur Vinted, elle fait un beau volume de vente de vêtements, donc d'achat-revente, elle retouche des vêtements, elle les valorise sur de choses. Et je suis toujours assez impressionné, honnêtement, d'à quel point ça va vite, en fait. T'as des pièces qui se vendent super vite. Elle fait des super multiplicateurs sur certaines pièces, qu'elle met bien en forme, qu'elle valorise, qu'elle va retoucher, ce genre de choses, et ça part à une vitesse folle. Et moi qui n'ai pas forcément l'habitude d'acheter de la seconde main, je me dis, mais c'est qui? C'est qui ces gens qui achètent aussi vite sur Vinted avec une telle, comment dire, avec un avec un tel volume de vente? Dis-moi ce que tu vois, toi, sur ces dernières années. En fait, moi, je pense que ce qui est vraiment dingue, c'est plus ce qu'on va appeler les vêtements vintage. En fait, quand tu as des vêtements qui ont des marques de base et qui sont, par exemple là, moi, comme je vends beaucoup de sacs de luxe, un sac de luxe, en fait, il a une valeur de base sur le marché. Du coup, en seconde main, il va valoir moins. Et ça, c'est un fait, tu vas pas y changer grand-chose. Après, ce Ouais, qui est vraiment dingue au niveau des prix, c'était un peu les trucs un peu vintage qui n'ont même pas forcément ouais, de marque, mais ça peut être un style, une coupe, un vêtement qui a été retouché. Là, ce que c'est tu nous ça. expliques, que ta copine fait même des vêtements, etc. Et bah ça, c'est le genre de truc qui marche hyper bien, enfin en tout cas, ou qui peuvent se vendre très cher par rapport à ce qu'on aurait pu penser de base. Je pense que aussi lié au fait que la fast fashion ces derniers temps, on en entend beaucoup parler et en négatif aussi. On se rend compte bah, déjà de l'impact environnemental désastreux que ça a, mais Clairement. aussi de la mauvaise qualité que c'est. En fait, hein, t'achètes des vêtements bah, sur tout ce qui est fast fashion, enfin toutes les boutiques Pull&Bear, Zara et puis encore pire les trucs de Chine, etc. Euh, Ça vraiment, bah, tu sais que c'est des vêtements qui vont pas durer longtemps, qui sont pas de bonne qualité et bref, même tu sais les conditions dans lesquelles elles sont faites qui sont pas optimales et du coup, bah, ça te pousse beaucoup plus à te tourner vers des trucs de seconde main où souvent quand tu vois la qualité des jeans de seconde main en fait, ça va te coûter globalement le même prix si ce n'est moins cher que Ouais, acheter en fast fashion, mais tu auras des trucs beaucoup plus de qualité, souvent avec bah, ceux qui kiffent vraiment la sape, tu vois, enfin t'as vraiment des styles dingues que tu trouves plus en boutique unique, aujourd'hui. quoi. Et surtout, Ouais, c'est ça. la durabilité. Moi, je trouve que c'est la durabilité des vêtements qui est dingue. Là, quand j'achète un jean, qui a dû être produit il y a 20-30 ans dans une fripe ou un truc comme ça, le jean, mais je peux le garder ultra longtemps, il va pas s'abîmer, tu vois. Hmm. Je peux le garder vraiment des années. Que quand tu achètes un jean tout neuf en fast fashion, bah souvent, tu vois qu'au bout de 6 mois, même, enfin, tu vois, c'est rare qu'au bout d'un an, il soit toujours en bon état, tu vois, il va se déchirer, il va s'abîmer, enfin, tu vois, il va se tacher, il va s'effilocher. Euh, et ça s'use très très vite. Tu vois. Donc tu vois tout de suite la différence, vraiment. Et je pense que du coup, ceux qui kiffent vraiment les vêtements, bah, de plus en plus vont se tourner vers des solutions Ouais, de seconde main, quoi. ouais, c'est ça. Puis comme tu l'as dit, c'est peut-être la meilleure manière de se faire un style un peu unique et qui sort vraiment beaucoup de ce qu'on peut voir dans les rayons de Ouais. H&M, de Zara, ce genre de choses. Et ouais, et c'est ce que vend ma copine, hein. Elle va chercher des pièces qui sortent un petit peu de l'ordinaire, tu vois, des produits un peu en cuir comme ça, qui viennent des années fin 90, ou même Ouais. des corsets pour les vêtements femmes, qui se vendent plus trop, mais qui ont une énorme demande. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, une très très grosse demande sur ce genre de produit. Mm.
Ouais, ouais, carrément. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que c'est des produits uniques en fait. Et que, en fait, sur Vinted, bah, du coup, tu as quand même pas mal de concurrents. Tu as énormément de professionnels sur Vinted. Et donc, en fait, quand tu es dans des trucs niches comme ça, ceux qui gagnent le plus sur Vinted, c'est des gens qui ont des niches. En fait, sur les articles classiques, Ouais, les marques Lauren, The North Face, Lacoste, que tout le monde connaît, c'est. Tu peux toujours faire de l'argent et n'importe qui en vrai qui se lance dans ce business-là aujourd'hui, il va pouvoir gagner de l'argent. Mais en fait, tu es assez vite plafonné parce que tu as une énorme concurrence, tu vois. Et tu as énormément de gens qui font ça très très bien, en font leur métier, tu vois. Puis en fait, quand tu es dans des trucs tout de suite un peu plus niche, sur Vinted, tu vois, on parlait de niche il y a 5 minutes, mm, et bah c'est vraiment ouais, ce là bah du coup, tu es dans un océan bleu, là où du coup, bah, les articles classiques sont plus l'océan rouge de Vinted, tu vois. Et c'est hyper intéressant d'arriver à trouver son océan bleu sur Vinted parce que tu as plein de types d'articles en fait, qui sont très demandés et où il n'y a pas d'offres juste parce que c'est beaucoup plus niche. Et ça, c'est le genre d'endroit où tu peux vraiment faire de l'argent, quoi. Toi, les Phileas, sur le plan un peu opérationnel, pour les Mm. personnes qui font de l'achat-revente comme ça, de vêtements ou du coup, bah, comme ma copine, de valorisation de fringues, c'est quoi ton retour d'expérience un petit peu? Parce que c'est quelque chose de visiblement extrêmement chronophage. Qu'est-ce que tu dirais un peu, l'organisation, ce genre de truc? Bah, en vrai, il y a plusieurs trucs. Déjà, le premier truc, bah, c'est de bien s'organiser, je pense. En fait, ça dépend le volume que tu as. Quand tu commences, évidemment, tu fais. Enfin, quand tu as 5 articles à mettre en ligne, c'est pas très compliqué. Mais en fait, quand tu arrives Ouais. à un niveau où tu dois, par exemple, poster 10 annonces par jour, tu vois. Bon, bah, à ce moment-là, en Mhm. fait, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire un peu comme toi, tu faisais avec Saiko avant. C'est commencer à vraiment bah, tout faire par grosses étapes. En fait, c'est OK, aujourd'hui, je vais prendre en photo 70 articles. Après, je vais faire le recadrage des photos des 70 trucs. Après, je vais Ouais. tout mettre, enfin, je vais en mettre en ligne 10 par jour, mais j'avais trouvé enfin, il y a des applications pour automatiser la mise en ligne. Et tu vois, et t'as tout ce système-là de voilà, mes colis, je les fais 3 fois par semaine. Chaque fois, je fais mes colis. Le lendemain matin, je vais tout déposer. Et en fait, c'est vraiment faire des process pour s'organiser et quand tu veux faire du volume. Ça, c'est super important. C'est le premier point. Après, quand tu commences à avoir du capital, il y a quelque chose qui clairement change la donne. Et c'est là où que devient intéressante la solution que je propose aussi, c'est de se mettre dans le luxe. Parce qu'en fait, sur Vinted, tu te rends vite compte que les articles que tu vends, c'est le même effort pour vendre un article à 10 euros que pour vendre un article à 500 euros. C'est pareil, tu prends en photo, tu mets en vente sur Vinted, une fois que tu as vendu, tu expédies le colis, c'est Ouais. exactement le même process. En fait, derrière, bah, tu gagnes pas du tout autant d'argent. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant du coup bah, de vendre des articles à forte valeur quand tu veux vraiment faire une Bien sûr. activité rentable. Quand c'est pour gagner un peu d'argent, on s'en fout, mais quand vraiment tu veux en gagner ta vie, euh, bon bah tu vois, tu veux gagner 2 000 euros par mois. Bon, bah, si tu fais 250 euros de bénéfices sur des sacs, tu vois, t'en as vendu 8 dans le mois et c'est bon, t'as fait ton mois, tu vois. En fait, ça peut aller beaucoup plus vite que bah, de voir comme je le faisais avant, vendre des articles à 10-15 euros, ou là, si tu veux t'en tirer un salaire à la fin, tu vois, bon courage, parce que vraiment, tu vas Faut passer faire ton un temps à faire des volume de machines, fou, quoi. à prendre des photos. Bah ouais, non, mais c'est un taf de malade. Ouais. Et je pense que vraiment, passer à des articles à plus forte valeur, ah bah là, tout de suite, quand tu as le capital nécessaire, ça change la donne. Ben, c'est vrai, en fait, c'est ce que tu dis. En fait, c'est un business où le temps opérationnel de chacune des étapes pour les fringues est le même, quel que soit l'habit. Enfin, tu vois, prendre la photo, rédiger Ouais, la description, même aller le trouver en friperie à droite ailleurs, prendre la voiture, aller le ouais. poster dans le locker, tout ça, c'est le même temps que tu vends un bracelet à 2 euros ou un sac à 200. Donc, Mm. ok, je vois. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ta solution? Parce que moi, honnêtement, j'ai pas trop suivi ton virage récent là. Ok, J'en ai entendu parler, mais j'attends que tu m'expliques un peu en détail. ok. Bah, du coup, là, ce qu'on propose depuis, du coup, j'ai lancé ça au mois d'octobre. J'étais tout seul à ce Ouais, moment-là. Maintenant, on est ok, 3 à bosser. Du coup, dans cette entreprise. Donc, ce qu'on propose, c'est de fournir du coup des professionnels en articles de luxe. Grosso modo, on fait énormément de maroquinerie, donc des sacs, des porte-monnaies. Après, on peut aussi faire du vêtement, des chaussures, accessoires, etc. Et donc, on propose ça à des professionnels. Et là, du coup, on a commencé à être sur plusieurs groupes Discord, et c'est là où ça a vraiment bien marché. Où en fait, sur Discord directement, j'avais quasiment pas de prospection à faire, même au début, j'en avais aucune à faire. Et en fait, juste les gens qui étaient sur les groupes Discord venaient à moi et me disaient, OK, je veux te passer commande. Et moi, derrière, je leur envoyais les offres. ok. Et en fait, les premiers retours que j'ai eu, les gens étaient trop contents. Là, tous mes premiers clients qui ont déjà passé commande depuis un petit moment, ils sont tous revenus. Et en fait, c'est dingue, tu vois, que bah, ça marche, que eux, ils ont des super résultats. Ils m'envoient des Super. screens, des
c'est incroyable. Bah ouais, ouais, ça marche trop bien. Et puis du coup, c'est des gars aussi qui me disent, bah tu vois, c'est top parce que quand ils passent du coup de gars qui vendaient à 20, 30 euros à là maintenant vendre des sacs à 200, 500, des fois plus, tu vois. Là, j'ai même des clients qui me prennent des sacs Chanel qui vont se revendre 1500, 1800, même 2000 euros. Et donc là, tu Ouais, arrives c'est ouf. sur des volumes bah, qui sont hyper intéressants. C'est ça. Et du coup, après, tu vois, évidemment, on s'adapte aussi à la demande du client. Nous, on a un minimum de commande de 700 euros. Donc, si jamais D'accord. t'as que, enfin, t'as 700 euros, on va pas partir sur des articles, des sacs Chanel qui coûtent beaucoup plus cher. On va faire des sacs souvent à 100, 200 euros. Mais en fait, des fois, il y a des gars qui viennent me voir qui me disent, OK, bah là, j'ai 3000 euros à dépenser. Et Ouais. l'idée, c'est d'avoir, entre guillemets, le moins d'articles possible. Parce que, en fait, eux, derrière, c'est du taf, tu vois. Et donc, en Bah fait, ouais. pour 2000 euros, s'ils ont, enfin, pour là, l'exemple, c'était 3000 euros, tu vois. S'ils ont, je sais pas, 6 7 sacs, ben, en fait, ils sont contents parce que, bah, après, derrière, eux, ils savent combien ils vont les revendre. Mais du coup, grosso modo, ils vont faire du entre x1,5 et x2 sur ces articles-là. Mais du coup, vu que c'est des gros montants, bah, derrière, eux, pour avoir juste mis, je sais pas, 8 annonces en ligne, bah, ça fait un bon bénéfice, tu vois. Ok. Donc vraiment là, toi, Clairement. t'es un peu grossiste, quoi, on va dire, pour tes clients. Tu proposes jamais de produits à l'unité. Et c'est un minimum de 700. Ah, Et est-ce que du non, coup, tes clients, ils peuvent c'est pas, choisir? pas Ouais, je te coupe parce que en fait, Ouais. le système qu'on propose, il est un peu différent. On est intermédiaire. Ça veut dire qu'en fait, nous, on n'est pas grossiste dans le sens où on n'achète pas de la marchandise pour la revendre. En fait, on a des contacts de plusieurs fournisseurs. Et en fait, nous, quand ces fournisseurs-là nous envoient des offres, derrière, on va les proposer au client. Et le Ok. client sélectionne article par article ceux qui souhaitent acheter. Donc, c'est D'accord, ok. vraiment ce système-là. Et du coup, il peut vraiment choisir quand il a toutes les photos, l'état, les modèles, etc. Et donc ça permet aussi d'avoir une sélection très précise et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que du coup bah, il sait exactement ce qu'il va recevoir et donc il sait bah, l'état des articles et il peut savoir enfin estimer à l'avance Ok. à combien il va le revendre, à quelle vitesse, etc. Et donc il a toutes les données à l'avance Ouais, et ça d'accord. change des grossistes où quand tu commandes chez un grossiste, tu sais pas exactement ce que tu vas recevoir, tu sais pas quel va être l'état, des fois tu sais pas si c'est authentique, tu vois. Enfin voilà, t'as plein de problèmes comme ça et que bah nous tu sais tout à l'avance quoi, c'est ça l'avantage. Ok, d'accord. Bah, c'était exactement ça ma question. En fait, tes clients font Mm. leur panier. En fait, ils font leur Ouais. panier, ils font leur sélection d'articles et ils le reçoivent. Ok. Ben, je savais pas. Ben, franchement, Mm. c'est une super idée. Et tu as pu mettre ça en place, j'imagine, grâce à ton expérience un peu dans le milieu et à tes contacts, notamment de Ouais. fournisseurs et tout ça, quoi, c'est ça? Bah, c'est ça, en fait, c'est bah, du coup avec le business que j'avais avant, Kefa Store, où je faisais du coup des Ouais, boutiques éphémères. Du coup, là, destiné, enfin, c'était du B2C, tu vois, destiné directement au consommateur final. Et bah, voilà, avec toute cette expérience-là, j'ai eu bah, plusieurs bons contacts avec lesquels j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et du coup, bah, c'est là où je me suis dit, en fait, bah, les contacts que j'ai, qui sont en Asie, proposent des produits à des prix ouais. bien faibles que ce qu'on arrive à voir sur le marché européen. Et en fait, je me suis dit, bah, ok, ça peut être intéressant de proposer ces produits-là aussi à d'autres professionnels de prendre une commission du coup bah, pour la mise en relation que je fais. Et voilà. Et puis bah, la preuve, c'est que ça a vraiment bien marché et que tous les clients que j'ai eu pour le moment sont hyper satisfaits, repassent commande. Et donc bah, c'est trop cool quoi. Ça évolue bien. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite parce que franchement, depuis que c'est lancé, bah, vraiment la croissance est dingue et ça avance pas mal quoi. C'est un bon business, hein. Franchement, j'ai hâte d'avoir un peu des news sur les avancées. On fera des points si tu veux. Mais Ouais. ouais, trop bien. Bon bah trop cool. Bah, Les gars, là, excellent. c'est déjà 1h20, je me dis on est peut-être sur une fin de podcast en vrai, hein. Ouais, carrément. Et ben, écoutez, bah merci de nous avoir écoutés. En tout cas, ça a fait grave plaisir. N'hésitez pas à mettre un like sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Mm. Et Théodore, je sais pas vers quoi on peut renvoyer les auditeurs qui nous écoutent, qui connaissent par exemple un avocat ou qui sont eux-mêmes avocats, s'ils veulent faire appel à tes services. Bah écoutez, déjà, s'il y a un avocat, je vous redirige sur ma messagerie directement. Non, non. Bah, mon LinkedIn, pour les gens qui veulent suivre un peu de près ou de loin ce que je fais, je suis principalement actif sur LinkedIn, donc n'hésite pas à me faire une demande de connexion. Je raconte un peu ma vie, je donne des conseils de positionnement sur le web, des fois des trucs un peu généralistes comme ça. J'essaye d'être, comment on dit déjà? D'apporter de la valeur. Assidu, voilà. J'essaie d'être Ah oui. assidu dans la création. Ok, bah excellent, on mettra ça, on mettra ton lien dans la bio du podcast.
Nous, comme d'hab, avec Phileas, il y a pareil, il y a nos liens pour nous contacter, voir ce qu'on fait dans la vie du podcast. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine avec certainement un nouvel invité. Je sais pas, Théodore, si t'as un invité à nous recommander à tout hasard, si tu connais quelqu'un qui pourrait être grave intéressant dans la thématique des jeunes entrepreneurs. Là, comme ça, j'en ai pas, mais je pourrais en message après si vous voulez vous en proposer, peut-être. Ouais. Vas-y, bah grave chaud. Bon bah parfait, merci à vous deux, et puis Ouais. merci à ceux qui nous ont écoutés. Mm. Allez, ciao les gars. Ciao! Salut! Ciao.